Christophe Gourgaud, je suis le directeur stratégique et vice-président de l'IMA, Innovation Makers Alliance. L'IMA, peut-être en quelques mots, c'est le consortium des directions technologiques de la grande majorité des grands groupes publics et privés français, c'est-à-dire CAC 40, SBF 120, les grands ministères, les grandes administrations comme les hôpitaux, ce genre de choses. Tout un nombre de plus en plus croissant aussi d'ETI qui nous ont rejoints, toujours plus nombreuses, évidemment d'une certaine taille pour qu'elles aient du sens à faire partie de notre consortium, mais quand même un nombre de plus en plus certain. Et enfin, le monde de la recherche et de l'enseignement, en particulier par exemple pour la recherche, on a parmi nos membres et nos adhérents le CEA, on a l'INRIA, le CNES, et au niveau du monde de l'enseignement, plusieurs écoles partenaires comme le SCP ou les Mines, par exemple, ou Paris-Saclay. Alors c'est évidemment un sujet qu'on connaît bien à l'IMA puisqu'on est instigateur de ce sommet de la souveraineté technologique. La souveraineté technologique, c'est la capacité pour un territoire, quel qu'il soit, d'avoir la liberté de ses actions sans être contraint par l'utilisation d'une technologie. Et donc c'est éviter toute ingérence dans la politique de ce territoire et dans les choix effectués par les groupes privés ou publics de ce territoire, qui aurait été dû à des choix technologiques problématiques où on serait dépendant d'une technologie qui nous imposerait en gros des choix qu'on ne voudrait pas faire. Ça, c'est la souveraineté technologique. Il faut savoir que déjà que la souveraineté, c'est un sujet à la base qui est un sujet qui n'est pas technologique. La souveraineté, c'est un sujet à la base militaire, c'est un sujet politique. Et on l'applique à la technologie parce qu'aujourd'hui, la technologie a pris tellement de place dans notre monde et dans la géopolitique actuelle qu'il est devenu absolument crucial en fait, de prendre en compte ces enjeux au risque d'être complètement vassalisé par des puissances étrangères qui pourraient influencer nos décisions et nos capacités de production, de vie même, et même voire influencer nos lois. Et donc voilà, des enjeux régaliens à prendre en compte le plus vite possible. Déjà évidemment avec des sommets comme aujourd'hui, il faut peut-être donner un peu d'ailleurs la genèse de ce sommet qui à la base vient d'une discussion qu'on a eue il y a un an avec Bruno Bonnel qui dirige France 2030 et qui est secrétaire général pour l'investissement. Nous, en tant que consortium représentant les intérêts des grands groupes publics et privés français au niveau de leur direction technologique, en fait on amène et on est capable d'amener l'ensemble des gens qui portent le sujet technologique en entreprise, donc qui influencent le choix technologique dans tous ces groupes. En face, France 2030, évidemment lié à la VPI, est un véhicule d'investissement qui a pour but que de créer des champions technologiques français. Donc quand on s'est rencontrés, l'un des sujets qui me paraissait les plus évidents et qui nous rassemblait était le sujet de la souveraineté, puisque une conviction personnelle, une conviction forte qu'on a à l'IMA, est que l'une des premières réponses possibles pour permettre de développer la souveraineté technologique du pays est que quand les grands groupes aient des besoins technologiques, qu'ils privilégient des acteurs locaux pour être capables de s'assurer le développement d'un écosystème local. Donc, comment l'IMA y répond ? L'IMA y répond du fait que par cette rencontre avec Bruno Bonnel de France 2030, on a décidé de créer ce sommet. On s'est ensuite allié avec d'autres acteurs stratégiques et fédérateurs de la technologie française. Je pense par exemple à France Digital et Maya Noël. Je pense à Julie Huguet et la French Tech, ou Alexandra André de la French Tech Grand Paris. Je pense à Roxane Varza et Station F. Je pense à Guillaume Avrin et les équipes de la Direction Générale des Entreprises. Le ministère de l'économie et des finances évidemment qui nous accueille aussi aujourd'hui et qui nous ont permis de faire monter en gamme cet événement en ayant pour but à la fois que nous, IMA, fassions notre travail de nous assurer qu'on fait venir l'ensemble des gens qui portent les sujets technologiques pour les grands groupes français et que nos partenaires en face amènent l'ensemble des champions de la tech française sur tous les sujets régaliens de la souveraineté. Et c'est pour ça que ce sommet est qu'une première étape et qu'on souhaite en faire un cycle événementiel, être capable de faire des conférences thématiques de souveraineté sur tous les sujets régaliens les plus importants, où on puisse présenter à l'ensemble de nos groupes ce qui se fait de mieux en France sur chaque secteur. On organisera aussi ce même sommet probablement dans un an, à la fin 2025 ou au début 2026, ce qui nous permettra de faire un point d'étape à ce moment-là pour voir ce qu'on a pu faire d'ici là. Et enfin, action, je pense, la plus importante, qui est double. Une première qui est la création d'un livrable et d'un manifeste pour la souveraineté technologique et l'autonomie stratégique du pays, organisé par tous les partenaires que je vous ai cités, et dont le but est d'en faire une Bible qui porte des convictions, une Bible de la souveraineté qui porte des convictions extrêmement fortes sur
qu'est-ce qui marche pas aujourd'hui sur la souveraineté et comment régler ce problème, ou en tout cas comment permettre à la souveraineté technologique du territoire de se développer. Et dans un deuxième temps, d'avoir des actions concrètes proposées au pouvoir public, qu'on puisse faire remonter aux différents pouvoirs publics du pays et de l'espace économique européen pour pouvoir aider au développement. Donc tout ça devrait ensuite mener à des actions peut-être d'influence de notre part pour être capable que les bonnes décisions soient prises et qu'on puisse influencer comme il le faut. On a des dépendances historiques. L'Europe, à la base, était une vraie puissance technologique mondiale. On peut penser à des acteurs comme Nokia ou comme Alcatel, par exemple, qui étaient dans des positions extrêmement puissantes sur le marché mondial et qui ne sont plus malheureusement, qui ont perdu ces positions. Et je pense que l'Europe, de manière générale, en fait, ce socle économique s'est retrouvé dans une position de vassalité très souvent. On peut penser que la première décision qui a été un petit peu malheureuse, disons, et les décisions qu'on a prises autour du cloud. On a souhaité en Europe créer des géants du cloud. Mais au lieu d'en créer un seul, on en a créé trop. On en a créé plusieurs. On n'a pas réussi à créer d'accord entre les pays pour être capable de supporter un seul acteur et une seule offre. On n'a pas forcément, dès le début, compris les enjeux de la gouvernance de la donnée et de la protection de la donnée en Europe. Et donc, on n'a pas non plus créé de commande publique majeure qui aurait réuni, par exemple, tous les pays européens, tous leurs ministères et toutes leurs administrations au sein d'une seule commande publique majeure qui aurait créé un champion européen de facto. On a pris un autre chemin et ce chemin aujourd'hui nous crée dans une dépendance forte auprès des hyperscalers américains. Et cette dépendance forte, en fait, c'est ensuite malheureusement comme un effet boule de neige développé, je dirais, sur d'autres pans technologiques. De par le fait qu'on avait mis toutes nos données dans des hyperscalers américains, on s'est retrouvé ensuite à massivement prendre des outils d'environnement collaboratif américains, ce qui veut dire que la plupart des entreprises qui font aujourd'hui partie de l'IMA privée utilisent massivement des providers américains pour leurs espaces de digital workplace. Et on est en train un peu de revivre le même scénario actuellement avec le monde de la data, mais surtout le monde de l'IA et le monde de l'IA générative, puisque là encore, il y a un peu des choix par défaut qui sont faits par les DSI de la plupart de nos groupes privés, qui est que comme les données sont là, et puis comme l'environnement collaboratif est là, et puis comme les services additionnels sont déjà là, pourquoi ne pas aussi prendre l'IA et l'IA générative là-dedans? Néanmoins, il y a une vraie nuance en fait, qui est que le contexte géopolitique actuel est en train de nous donner une vraie possibilité de changer les choses. L'arrivée de Trump au pouvoir, sa réélection et les ensembles des effets d'annonce qu'on a pu voir récemment, je pense par exemple, pour en citer juste quelques-uns, mais le fait que les États-Unis aient menacé de limiter l'accès aux GPU ou de limiter l'accès aux LLM pour la Chine, mais aussi avec un niveau de tiers pour certains pays européens. Le fait que Madame von der Leyen ait décidé de limiter les investigations sur les GAFAM pour les non-respects de l'IA Act, le fait que Mark Zuckerberg, par exemple, ait pris la décision d'arrêter les modérations du contenu qui sont exposés sur ces plateformes, tout ça laisse penser, en plus, si vous prenez en compte le fait que TikTok est à deux doigts d'arrêter complètement ses activités aux États-Unis, qu'on entre peut-être dans ce que j'appellerais l'avènement d'une guerre froide technologique. Aujourd'hui, entre deux blocs qui sont les États-Unis et la Chine, et où l'Europe aujourd'hui n'est pas encore dans une position réellement stratégique qui lui permette de prétendre être un troisième bloc indépendant. Néanmoins, le risque beaucoup plus fort actuel est lié à l'intelligence artificielle, puisque, comme vous le savez, l'IA générative actuellement, elle s'utilise principalement pour faire des textes et des images. Rapidement, ça va être des agents, et ensuite, c'est des décisions. L'IA générative sera utilisée comme un outil d'aide à la décision dans la plupart des entreprises, probablement pour les armées, même dans des cadres complètement régaliens et stratégiques. Et ce qu'on aura vraiment envie à ce moment-là, est-ce que le risque ne sera pas réévalué très fortement à la hausse, même dans les groupes privés, d'avoir en gros des outils d'aide à la décision qui sont gérés par des instances qui sont en dehors de l'Europe et qui donc pourraient permettre, qu'est-ce qui nous empêche de penser l'inverse, peut-être une ingérence et une manipulation, voire même un hacking des décisions de nos grands groupes. C'est pour ça que moi j'ai une croyance forte qui est que entre le contexte géopolitique actuel qui nous pousse à nous poser des questions sur comment percevoir les États-Unis et si on doit les percevoir vraiment comme un allié ou comme un partenaire de plus en plus agressif. Et d'un autre côté, une technologie qui devient de plus en plus prépondérante pour la décision même prise en entreprise, à terme, j'en suis persuadé,
peut-être que c'est une opportunité magnifique pour l'Europe, enfin, de pouvoir renaître de ses cendres et que les sujets souverains redeviennent sur le devant de la table du fait que le risque serait trop grand de ne pas prendre en compte tous ces sujets aujourd'hui. Je pense que c'est un portrait qui est pas rose. On pourrait imaginer que si on n'arrive pas à vraiment prendre en compte tous ces enjeux, qu'on ne développe pas une capacité à pouvoir accéder aux terres rares, qu'on n'arrive pas à créer un acteur, il n'a pas besoin d'être extraordinaire, mais un acteur en Europe qui soit capable de créer aussi des CPU, des GPU et qui soit capable en gros d'être un concurrent possible à Nvidia. Qu'on n'arrive pas à créer un ou deux géants européens du cloud qui soient acceptés par l'ensemble des pays européens et sur lequel on puisse avoir le même type de service managé qu'on peut avoir sur AWS, puisque souvent malheureusement les acteurs ne choisissent pas des clouds européens parce qu'ils n'ont pas les services additionnels qu'ils pourraient avoir chez AWS ou chez des équivalents. En fait, on peut se retrouver dans une situation politique où un président ou une présidente aux États-Unis est dans une position hyper agressive en termes de tarifs, en termes de domination économique, en nous menaçant en permanence, en gros, de nous couper l'électricité, de nous couper l'intelligence, de nous couper nos données. Et ça, c'est quelque chose qui était complètement inenvisageable il y a encore quelques années et qui aujourd'hui laisse à penser qu'il y a un scénario, il est peu probable, hein, je ne dis pas qu'il est probable, mais vous m'avez posé la question qui était de savoir qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas. En 2030, on peut avoir un pays chez qui on a toutes nos données, chez qui on a l'ensemble de nos environnements collaboratifs de travail, pour l'ensemble de nos entreprises privées, et qui nous fournit notre intelligence. C'est-à-dire qu'on est dans un monde hyper concurrentiel où chaque entreprise se bat avec des outils d'aide à la décision pour chaque COMEX. Et ces outils d'aide à la décision sont aussi apportés par ce pays. Et où ce pays décide, évidemment ce pays c'est les États-Unis, parce qu'on ne leur fixe pas les bons tarifs, ou parce qu'on leur impose des droits de douane, ou parce qu'on leur impose des réglementations européennes qui ne leur plaisent pas. Ou parce qu'on a des groupes peut-être qui sont un peu trop importants sur des secteurs sur lesquels ils ne sont pas si forts que ça et où ils aimeraient pouvoir en gros répondre, et bien où ils décident tout simplement de nous menacer, de nous bloquer l'accès à nos données, de bloquer l'accès à nos environnements ou de nous bloquer encore pire l'accès à nos outils d'aide à la décision, nous rendant nos entreprises beaucoup moins performantes. Ce scénario-là en 2030, il peut évidemment s'accentuer. On peut imaginer 2035, 2040 et on peut arriver dans un monde où finalement on sera complètement à la merci des décisions prises par des instances étrangères. Et un monde où, on le sait bien, hein, avec le développement de l'ordinateur quantique, avec le développement de la robotique, avec le développement de l'intelligence artificielle, de plus en plus la technologie sera prépondérante pour chaque décision publique ou économique ou business. Et si on n'a pas l'indépendance des décisions et des capacités tactiques en fait, de réponse technologique, on n'aura plus du tout d'indépendance en Europe.